Bonjour à tous, c'est Valentin, bienvenue sur Niap, et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'on va revenir sur les anecdotes de tournage de ma série de documentaires sur les traces de. Alors vous le savez, depuis mars 2018, je publie sur la chaîne des vidéos dans lesquelles je pars en France ou à l'étranger sur les traces de bande dessinée. Il s'agit de retrouver les lieux réels qui ont ensuite été dessinés par des auteurs. Et ça met aussi en lumière des aspects d'histoire ou d'architecture d'une ville auxquels je ne me serais pas forcément intéressé si une œuvre ne les avait pas dessinés au gré des pages. Alors ces épisodes, il y en a eu plusieurs sur la chaîne jusqu'à présent. Blackie Mortimer que j'ai été tourné en région parisienne et qui est donc sorti en mars 2018. Un épisode hors série sur les lieux secrets en bande dessinée à Bruxelles. Un épisode à Rome sur les traces de la bande dessinée Une nuit à Rome. Et un épisode récemment sorti en mars 2021, tourné à Vienne, sur les traces de la bande dessinée L'assassin qu'elle mérite. Chaque épisode, c'est une saga ou quelques bandes dessinées, avec une thématique différente, avec un angle d'approche d'une ville différente. Les époques temporelles sont pas les mêmes, les styles graphiques non plus, et c'est sans doute ça aussi la richesse de ce que j'essaye de proposer. Mais ces tournages ont été semés d'embûches, et c'est aussi l'occasion de vous partager toutes les mésaventures qui ont pu m'arriver à l'occasion de ces différents tournages. Je vais vous mettre les timecodes en description. Je vais commencer par répondre à une question qui m'est souvent posée: combien de temps ça prend de faire un épisode sur les traces 2 de façon concrète? Ensuite, je vais revenir sur l'épisode 0 qui n'est jamais sorti sur la chaîne. Et enfin, je terminerai par l'épisode sur La Roche-Guyon où je suis parti sur les traces de Blackie Mortimer. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Combien de temps ça prend de réaliser sur les traces 2? Vous savez, un épisode ça dure à peu près une quinzaine de minutes, mais entre le moment où je tourne l'épisode et le moment où il sort sur la chaîne, il s'écoule à peu près 2 ans. Pour autant, ça ne veut pas dire que je consacre 100% de mon temps à la création de cet épisode pendant les 2 ans. Je suis amené à faire plein d'autres projets, je suis amené à faire d'autres vidéos, à m'intéresser à d'autres choses, aussi pour pas m'ennuyer sur un format et me noyer dans un format pendant 2 ans, avec rien qui sortirait. Donc j'essaie de me renouveler et de me diversifier, mais globalement, si on veut résumer les étapes successives, on a une première phase qui correspond globalement à l'étude de la faisabilité du documentaire, donc l'analyse de la bande dessinée, est-ce qu'il y a des lieux, est-ce qu'ils sont intéressants, est-ce que je peux être en mesure de les retrouver, est-ce qu'ils existent encore, et ça c'est la première phase, donc c'est consacré avec aussi le contact du dessinateur pour essayer de dialoguer avec et essayer de comprendre un peu les arrangements qu'il a pu effectuer sur la bande dessinée. Et ça, je disais, entre une semaine et 15 jours, en comptant que les soirées et les week-ends. Le voyage en lui-même, ça dure entre 4-5 jours maximum sur place, à plein temps, et je ne consacre finalement le voyage qu'à ce tournage. Je fais des visites annexes, il n'y a pas de souci, je visite plein d'autres trucs, mais l'objectif principal, c'est le tournage. Ensuite, du coup, vient le moment du retour en France, où là, je vais dérusher ce que j'ai pu tourner, donc c'est-à-dire entre 4 et 5 jours de tournage. Là, c'est assez fastidieux parce que l'ordinateur que j'ai n'est pas suffisant, donc il rame énormément. Il y a des fois où je perds des fois 2 à 3 heures de travail. C'est assez chaotique. L'idée étant de rassembler les plans par catégorie pour me simplifier le travail. Ensuite vient une nouvelle relecture approfondie de la bande dessinée pour comprendre un peu les tenants et aboutissants, essayer aussi de résumer le sujet de l'ouvrage, et puis ensuite je me lance dans les recherches approfondies et je croise mes sources. Si je fais tout ça, c'est pour une raison très précise, c'est parce que j'ai pas envie de dire de bêtises dans mon documentaire, et donc je croise 4-5 fois des sources, j'essaie de trouver des origines différentes. Je n'hésite pas non plus à contacter des institutions pour me faire préciser des points. Ça a été le cas notamment dans le documentaire sur Vienne avec Emmanuel Bronenko et H&M que j'ai contacté pour vérifier des choses avant de pouvoir les dire ou pas d'ailleurs dans le documentaire. Et je préfère m'abstenir de dire une bêtise plutôt que de raconter n'importe quoi. Donc c'est une période qui dure plusieurs mois, encore une fois en comptant les soirées et les week-ends. Vient ensuite une phase décisive qui est celle du montage. Là aussi, ça va être le coup de plusieurs mois, donc je commence le montage en sachant qu'il va y avoir aussi un tournage sur l'introduction, qui est vraiment la partie qui permet à chacun, lecteur ou non lecteur de bande dessinée, de comprendre un petit peu le contexte de l'œuvre que j'aborde. Ça donne les clés que je ne peux pas forcément évoquer sur place parce que j'ai pas le temps, que j'ai pas la capacité de le faire. Donc je fais ça posément en introduction, ensuite je lis les deux, et ensuite je transfère ça à l'UIU pour l'étalonnage, et là, selon sa disponibilité, ça prend plus ou moins de temps, et ensuite, enfin seulement, l'épisode sort sur la chaîne. La première anecdote que je vais vous partager,
c'est l'anecdote du tournage 0. Cet épisode qui a été tourné avant celui sur Black et Mortimer, sorti en mars 2018, et qui n'est finalement jamais sorti alors que je l'ai intégralement tourné, introduction comprise, et que le script a été totalement écrit. Alors à l'époque, ça s'appelait pas Sur les traces 2, mais Enquête de Bulle. C'était un petit jeu de mots, c'était le nom du format que je développais à l'époque, sur mon ancien site, avant même la création de Niap. J'étais donc parti à Bruxelles en juillet 2016 et le tournage ne s'est pas passé du tout comme prévu. Première raison pour laquelle le tournage ne s'est pas passé du tout comme prévu, étant étudiant, j'avais profité d'opportunités favorables pour aller à Bruxelles. Or il s'avère que j'étais hébergé dans une auberge de jeunesse et je ne pouvais pas laisser mon matériel dans le dortoir pendant que j'allais me doucher. Donc j'étais obligé de me doucher avec le matériel, ce qui nécessite de le protéger. Donc le pommeau de douche était fixé dans le mur. J'avais pas la capacité de l'orienter comme je voulais, et donc j'ai dû trouver un angle mort, mettre mon sac de matériel dans un coin, le surélever pour ne pas que l'eau qui potentiellement stagnait en bas remonte aussi par capillarité dans le sac. Donc ça a été vraiment une organisation du tonnerre. C'est ça aussi qui est pratique dans les derniers voyages que j'ai pu faire, c'est de pouvoir se reposer aussi de toute la marche que je peux faire parce que je voyage pas mal à pied dans les hôtels le soir. Et là, c'était pas vraiment possible de desserrer, on va dire, la garde, puisque je devais m'assurer de la protection du matériel. Et j'avais peur de me réveiller un matin et que le sac avec mon matos soit parti. J'étais dans un quartier un peu sensible en plus de Bruxelles. Je pouvais en profiter parce que les tarifs étaient pas chers, mais j'ai assez vite compris pourquoi. La deuxième raison qui a fait que ça a été un tournage très chaotique, ça a été le manque de matériel. Il faut savoir que je suis parti avec un appareil hybride, donc celui qui filme ici, qui est encore l'appareil que j'utilise, qui est un appareil un peu hybride entre appareil photo et caméra. J'avais ni trépied ni GorillaPod, j'avais 2 batteries à tout casser et quelques cartes SD. Le fait de ne pas avoir de batterie, ça a été très handicapant parce qu'à chaque fois, je devais me brancher toutes les 10-15 minutes dans toutes les prises des lieux publics que je pouvais trouver, musées, toilettes, enfin tous les trucs à la con, pour justement garder l'autonomie et continuer le documentaire. Donc ça, c'était déjà pas évident. J'ai été aussi parasité par des travaux qui n'étaient pas prévus. Alors, les travaux dans les épisodes, ça fait aussi partie du charme du truc. Si je faisais ça essentiellement sur Street View, j'aurais pas l'ambiance, l'atmosphère, et le fait d'être sur place, eh bien, il y a des choses qui sont en restauration, il y a des choses qui sont accessibles, on s'adapte. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que c'est le lieu qui oriente complètement la façon dont je vais tourner l'épisode. Il y a des choses qui ne seront pas possibles à telle date, ben c'est pas grave, ça sera peut-être possible à une autre date, et ça fera que un documentaire ou une vidéo par rapport à une autre ne sera pas complètement identique. Et le dernier élément qui faisait que c'était un tournage qui était très compliqué, c'est notamment le contexte de la date à laquelle j'avais choisi de partir. J'avais prévu de partir grâce à une opportunité de promotion sur les trains entre Paris et Bruxelles. Or il s'avère qu'en fait c'était le jour de la fête nationale belge, et quelques semaines avant on a vu l'attentat à Nice lors de la fête nationale. On avait aussi eu le 22 juillet une fusillade à Munich, et puis on avait eu aussi quelques mois avant un attentat dans le métro de Bruxelles et un attentat à l'aéroport de Bruxelles. Donc le contexte militaire était très très tendu, ils étaient tous aux aguets, tout le monde se disait il va se passer quelque chose, on était tous un peu dans l'expectative et c'était très très tendu. Et donc à chaque fois que je me déplaçais dans le centre-ville de Bruxelles, on me faisait vider mon sac sur le sol. Notamment parce que je crois qu'il y avait un feu d'artifice qui devait être tiré le soir même. Donc c'était pas juste on regarde vos affaires, circulez, c'est bon. C'était vraiment vous déchargez votre sac intégralement sur le trottoir. Donc c'était nécessaire, mais c'était assez sportif. Et en plus, j'avais pas forcément les connaissances sur comment tourner, donc je tournais un petit peu comme je pensais. Donc j'ai tourné très peu de plans, des plans très longs, des plans qui vibrent. Je peux pas en faire grand chose. J'ai totalement écrit l'épisode, mais peut-être pas aussi bien que ce que je peux faire aujourd'hui. Et j'avais totalement tourné l'introduction. Donc ce qui est certain, c'est que je retournerai faire cet épisode 0 qui n'est jamais sorti sur la chaîne. Au final de cet épisode sur Bruxelles complètement avorté, je n'ai retiré que des plans de coupe qui ont finalement été mixés dans un épisode un peu hors série, qui est celui sur les lieux secrets de bande dessinée à Bruxelles. La Roche-Guyon, ça a été un tournage que j'ai fait un mois après celui de Bruxelles. C'était beaucoup plus cosy pour moi parce que j'avais déjà l'expérience du tournage précédent qui était très très sportif parce que c'était un premier. Avant, je tournais devant une bibliothèque chez moi, pépère. Il n'y avait pas vraiment de sujet de public qui passait partout, de plans à poser, de manière de structurer un récit.
Donc c'était beaucoup plus confort de tourner devant une bibliothèque. Deuxième tournage, j'ai demandé à tourner au château de la Roche-Guyon. Je me suis dit on va me refuser, on m'a dit ok pas de souci, venez, vous voulez venir quand? Je sais bah à tel moment? Ok venez. Ok bah du coup je suis venu avec ma caméra. Là ce coup-ci j'avais un trépied, donc c'était beaucoup plus confort dans la stabilité des plans. Et je pense que l'épisode est meilleur que ce que l'épisode sur Bruxelles aurait pu être. Et malgré tout voilà, on a une qualité d'image qui est beaucoup plus correcte que ce que j'ai pu tourner à Bruxelles. D'où l'intérêt d'avoir fait un tournage à blanc avant. L'épisode sur La Roche-Guyon, j'avais aussi prévu de faire voler un drone, mais moi j'aime bien faire les choses à fond et de façon sérieuse, et donc j'avais demandé des autorisations administratives, et la somme de paperasse faisait que, concrètement dans le délai et avec le budget que j'avais, il ne m'était pas possible de faire voler un drone au-dessus de la scène pour montrer les panoramas du donjon. Il aurait pu être possible de le faire sans autorisation, mais je m'y suis refusé parce que pour des questions de sécurité, j'ai préféré m'abstenir de faire des plans en drone que de mettre ma sécurité en danger. Donc ça ne s'est pas fait. Lorsque je suis arrivé le matin sur La Roche-Guyon, il y avait une mauvaise surprise pour moi. Il y avait un brouillard, une vraie purée de pois qui s'était étalée sur tout le village de La Roche-Guyon. Donc on ne voyait pas le fameux donjon médiéval, hein, comme on voit dans l'épisode, c'est une ville médiévale avec un donjon assez haut qui surplombe la Seine. Donc il y avait un plan mythique dans la bande dessinée que je souhaitais absolument reproduire pour l'épisode et dont je pensais à la base faire ma miniature. Et bien il se trouve que ce plan, quand je suis arrivé le matin, j'étais vraiment très déçu parce que impossible de le faire. Et donc le plan qu'on voit finalement en début d'épisode, eh bien je l'ai tourné en fin de journée quand le brouillard s'est dissipé. Et d'ailleurs on est passé d'un climat un peu humide avec un brouillard omniprésent à finalement un climat, on était au mois d'août, un climat très chaud. Et ça a été aussi là encore très sport parce que le donjon est assez haut et donc il y a pas mal de marches, en plus taillées à même la falaise puisque c'est un château qui a été taillé dans une falaise. Et donc se trimballer un trépied télescopique assez lourd en grimpant jusqu'au sommet du donjon puis ensuite redescendre dans les sous-sols du donjon, ça a été assez intense comme tournage. Il faut aussi savoir que du fait du soleil, du fait de la chaleur, l'appareil photo vidéo que j'utilise pour le tournage, que j'ai utilisé à l'époque pour le tournage, eh ben, il a pris très cher, ce qui fait qu'à la fin de journée, j'ai cru que j'allais le perdre puisqu'il me faisait des bugs d'affichage un peu en mode arc-en-ciel sur l'écran. Et je me suis dit, ça y est, à cause du soleil et de la chaleur, je l'ai complètement tué. Fort heureusement, il a survécu, une fois refroidi, et c'est d'ailleurs celui que j'ai utilisé sur tous mes épisodes et qui me tourne en ce moment cette vidéo. En tout cas, c'est un tournage que j'ai adoré, hein. Tourner dans les souterrains comme celui de La Roche-Guyon, c'est quelque chose d'exceptionnel. J'ai été vraiment privilégié, en tout cas c'est comme ça que je me suis senti en installant mon trépied dans les sous-sols, puisque c'est des sous-sols qui ont aussi été utilisés par des Allemands pendant la guerre, et donc c'est chargé d'histoire, c'est un lieu qui est mythique. Et donc pour l'anecdote, le chronoscaphe, qui est donc la machine à voyager dans le temps, qui est utilisée par le méchant Milok contre Mortimer dans l'album du Piège diabolique, eh bien elle a été depuis mon tournage restaurée. Je crois que c'était par un lycée professionnel de la région, c'est d'ailleurs l'un des lycées professionnels qui avait conçu le chronoscaphe. Il a été restauré, il est comme neuf, il est magnifique, il n'y a plus de petites mousses dessus, donc c'est vraiment l'occasion d'aller le découvrir. Mais l'anecdote la plus incroyable s'agissant du village de La Roche-Guyon, c'est celle de la Bove. Vous savez, cette petite maison qui apparaît dans l'épisode, et qui plus est d'ailleurs dans la bande dessinée, et où Mortimer s'appuie sur une petite rambarde pour observer une sculpture de la Vierge dans un mur de la façade d'en face. C'est la maison qui est la maison du grand méchant dans le Piège diabolique, c'est là où Mortimer va tomber dans le piège du méchant, qui est Milok, et où il va voyager dans le temps. Cette maison, elle est emblématique dans la saga, elle est mythique, c'est l'un des lieux les plus ressemblants par rapport à la BD, mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Jacobs, l'auteur de Black et Mortimer, était venu à La Roche-Guyon pour faire ses repérages à l'époque, la petite statuette qui était dans le mur, elle n'existait pas. C'est un propriétaire qui, en rachetant la maison il y a quelques dizaines d'années, a fait sculpter une statuette quasiment identique à celle de la bande dessinée pour accentuer encore plus l'esprit de ma maison et celle qui apparaît dans la BD. Donc à l'époque, La Roche-Guyon n'était pas forcément connue pour le tourisme sur Black et Mortimer, c'était plus connu pour le tourisme historique, pour le donjon, pour les casemates, donc des Allemands sous le château, mais pas du tout pour Black et Mortimer. Et donc le fait qu'il ait fait construire cette sculpture dans le mur de sa maison fait que finalement ça a encore renforcé l'esprit de la BD de Black et Mortimer se passe à La Roche-Guyon. D'habitude dans mes épisodes je vous parle de bandes dessinées qui se sont inspirées du monde réel en essayant de le dessiner de façon fidèle,
Et bien là c'est l'inverse, c'est le monde réel qui s'est inspiré d'une bande dessinée. Je trouve ça assez poétique et c'est sur cette note que je vais finir cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et à bientôt.